bonsoir à toutes et à tous, puisque les visiteurs sont passés. Je me présente, pas pour vous, mais peut-être pour ceux qui nous regardent en direct de cette chaîne, c'est ça, YouTube. Je suis Gabriel Galesbert, le doyen de la Faculté des Humanités, qui a accepté de servir d'égide à cette manifestation qui nous permet d'avoir accès à cet amphithéâtre dit de prestige. En tout cas, un amphithéâtre plus agréable que les autres, que ceux qui nous regardent en ligne n'ont pas le bonheur d'apprécier. Alors, je voudrais dire que je suis vraiment très heureux de pouvoir faire ce petit mot d'inauguration, au-delà de ce petit aspect administrativo-technique relatif à la salle. J'ai quand même tenu à être présent pour ces premières minutes, pour féliciter l'AEH à différents titres. D'une part, je me suis rendu compte que nous n'avons pas fêté l'anniversaire de cette association, qui est plus vieille que l'Université de Lille, puisqu'elle a déposé sa déclaration de constitution le 15 novembre 1991. Vous voyez, une association plus que trentenaire, dont vous êtes les responsables et les continuateurs. Association qui, pour moi, dont j'ai été membre une année, vous retrouverez peut-être ça dans vos archives, j'avais une petite carte de membres, et association dont j'ai été le voisin pendant plusieurs années, puisque le bureau d'enseignants que j'avais était, comment dirais-je, jouxté celui de l'AEH, dont j'ai pu mesurer toute la joie, la bonne humeur, dans une, comment dirais-je, ambiance très chaleureuse, parfois un peu bruyante. Mais cette ambiance est bien entendu le témoin d'une activité que vous menez depuis toutes ces années. Le fait que vous ayez passé tout ce cap des 30 ans est quand même, alors, sans doute avec des hauts et des bas, mais très emblématique de l'importance que vous avez au sein du département d'histoire, au sein de la faculté, et en témoigne le cycle de conférences que vous avez lancé, dont je vous félicite très chaleureusement, je le dis. Alors, bien entendu, cette salle peut paraître un peu grande par rapport au public qu'il y a aujourd'hui. Premièrement, ne vous en faites pas, quand nous organisons des choses, c'est exactement le même problème. Deuxièmement, persévérer, on vous aidera à le faire, c'est extrêmement important que les étudiants puissent habiter, si je puis dire, cette université, cette faculté, ce département qui est aussi le leur, et que vous le fassiez en invitant notre collègue, mademoiselle Renmark, montre aussi que vous n'êtes pas cantonné seulement à des questions de ce qu'on appelle la vie étudiante, en gros, des questions alors, qui sont importantes, mais d'ambiance, que vous montrez par l'organisation de cette conférence que vous pouvez aussi prendre en charge des questions scientifiques, des questions relatives aussi à votre formation. Et je trouve ça vraiment formidable parce que, en définitive, alors, je le dis sans, comment dirais-je, ne pas faire pleurer à cette heure-ci, mais de fait, tout enseignant doit s'apercevoir à un moment donné qu'il est là pour transmettre et que ces initiatives que vous prenez montrent bien que vous êtes aussi dans cette logique de transmission. Vous recevez et un jour vous donnerez aussi. Donc, toutes mes félicitations. Je n'en dis pas plus, je vous prie de m'excuser, mais pour des raisons vraiment personnelles, il va falloir que je m'échappe par cette sortie de secours qui, normalement, est bien une sortie. Si vous entendez quelqu'un frapper à la porte, ouvrez-la, ça sera moi, mais je m'échapperai. Excusez-moi encore. Continuez, n'hésitez pas à solliciter la faculté pour voilà, le soutien financier, matériel ou moral qu'on peut vous apporter. Il vous sera accordé de bon cœur pour le soutien moral, pour le soutien financier, ça dépend aussi de nos ressources, mais c'est vraiment important que vous puissiez continuer à vous investir dans cette faculté qui est la nôtre. Et merci à l'intervenant qui va être présenté, je crois, en ce moment. Merci encore. Bien, je vous remercie, monsieur le doyen, pour vos mots qui nous font sincèrement, je pense, ceux du bureau de l'AEH et même adhérents qui sont là pourront le dire, nous font sincèrement chaud au cœur. Donc, avant de présenter notre intervenant de ce soir, je voudrais quand même saluer mesdames, messieurs, les adhérents, les étudiants, y compris les professeurs, qui sont venus pour cette première conférence de notre cycle ce soir. Alors, c'est la toute première d'un cycle, j'espère,
sera long, un cycle que nous avons choisi d'intituler Quoi de neuf docteur et qui fait partie de notre programme L'histoire par et pour les étudiants. C'est un moment fort pour notre année universitaire et associative que cette première conférence. Je tâcherai d'être bref, je vous rassure. C'est un moment fort pour plusieurs raisons. Nous sommes profondément convaincus que ce cycle de conférences marquera un temps de réflexion collective, régulière et répétée, qui sera à la fois stimulante et constructive, critique et citoyenne au sein de notre campus. Nous tenons par ce cycle à vous faire bénéficier de l'expertise de chercheurs, docteurs, professeurs reconnus, spécialistes et importants que vous n'auriez peut-être pas eu l'occasion de rencontrer, à moins d'aller suivre un master d'histoire du droit à des institutions à Paris 1. Voilà. De surcroît, nous tenons à aborder des thématiques d'actualité afin de nous perfectionner toutes et tous dans ces conférences à concevoir comme des ateliers car nous allons ensemble travailler à nous rendre meilleurs, de meilleurs historiens, mais également de meilleurs citoyens. Alors, qui mieux alors pour démarrer ce cycle de questions d'importance majeure, comme thème la démocratie, que notre invité de ce soir, Yann Arzel-Burelmark, historien du droit et des institutions, maître de conférence à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur exécutif de l'Université numérique juridique francophone, directeur délégué de la fondation Ius et Politica, membre du Conseil national universitaire et du CND. Vous êtes à la fois juriste et historien, homme de science et surtout actif pour la diffusion des savoirs historiques et juridiques. Vous avez soutenu en 2004 à Paris 1, sous la direction de Marcel Morabito, votre thèse intitulée « La naissance du droit de pétition, contribution à l'histoire de la démocratie représentative ». Voilà. Avant de vous laisser la parole, je tenais au nom de l'Association des étudiants en histoire à vous remercier d'avoir accepté notre invitation pour cette conférence qui s'annonce des plus stimulantes. Je tenais également à remercier, elle n'est pas là, Madame de Cremont, vice-doyenne vie étudiante égalité, et bien sûr Monsieur Galvez-Béard, notre doyen, pour nous avoir permis de faire cette conférence. Et un dernier mot de remerciement au BVEH et à la FSDIE qui nous soutient toujours dans nos interventions. Et sur ces paroles, je vous laisse le champ libre. Monsieur le Président, merci. Monsieur le doyen, monsieur le professeur, mesdames et messieurs, je suis évidemment ravi d'être là. Je suis ravi aussi de constater que le Président a tenu sa promesse. Il a été bref, tout en omettant à peu près aucun de mes titres qui n'ont pas forcément rapport avec ce que je vais dire. Je commencerai par vous prier de m'excuser. J'étais en retard pour une question de train. Une biche a creusé le train. Donc, le train s'est arrêté comme il se doit. Mais finalement, nous avons tout de même rejoint la gare de Lille. Alors, le programme que vous a concocté votre association, en tout cas son bureau, j'imagine, et qui commence aujourd'hui, je suis honoré de l'inaugurer, m'a l'air effectivement, et le doyen avait raison d'y insister, d'une grande importance dans votre formation d'étudiants en histoire. Je ne reviendrai pas et je ne superposerai pas mes propos en la matière à ceux du doyen, mais je crois que c'est vraiment quelque chose d'important que vous vous employiez et à vous emparer activement de la science que beaucoup d'étudiants ont tendance à recevoir assez passivement. Et cette initiative me paraît démontrer qu'il y a une génération d'étudiants qui est plus active que n'ont pu l'être certaines des précédentes. Alors, le point de vue que je vais vous proposer aujourd'hui entre évidemment dans le thème d'actualité des aléas qui entourent l'existence de la démocratie dans la période contemporaine, mais comme le président l'a souligné, c'est avec une approche... Le vice-président, pardon. Alors je précise que je n'ai pas voulu injurier le président, auquel je rends tout l'hommage qui lui est dû. Donc avec une approche un petit peu particulière pour les étudiants en droit que vous êtes, qui est celle du spécialiste d'histoire du droit. Ce qui ne signifie pas simplement que j'étudie historiquement le droit, mais que j'ai été d'abord formé comme un juriste. Et mon cursus, c'est un cursus de juriste qui s'intéresse à l'histoire, et pas un cursus d'historien qui s'intéresse à l'objet droit ou à une institution. Et ce point de vue est évidemment très spécial, puisqu'il emprunte les logiques intérieures du droit. Il ne lui est pas extérieur, en tout cas pas par définition. Ça ne veut pas dire qu'il est incapable de s'extérioriser, mais que l'attitude a priori est d'épouser la logique
du droit et des institutions. Ce qui fait de ma spécialité, une spécialité qui n'est pas très répandue en France, d'une part, une spécialité qui a son siège dans les facultés de droit et pas dans les facultés d'histoire, et qui s'intègre à la formation des juristes, et qui par ailleurs est en réalité complémentaire à celle de l'histoire que nous appelons, nous, des lettres ou générales, et qui naturellement comporte des spécialités, et qui a un autre point de vue, une approche en somme plus généralement extérieure aux phénomènes juridiques et institutionnels, et donc ne porte pas le même regard dessus. Alors schématiquement, nous on est très bon en principe dans le droit et les institutions, mais on n'est pas très bon en sociologie, en économie, en culture et dans toutes les spécialités qui sont celles des autres. Nous avons donc besoin de ce que produisent les historiens, mais nous fonctionnons de notre point de vue. Et ce point de vue ne peut pas être considéré comme la vérité absolue sur les choses que nous décrivons. La vérité est toujours ailleurs, comme on le sait maintenant, et souvent à mi-chemin, en fait. Alors, je suis par ailleurs heureux de trouver en face de moi Hervé Levesque, qui a une sympathie pour les juristes dans l'histoire révolutionnaire, dont il ne se cache pas, ce qui fait que le dialogue avec lui est toujours très fécond lorsqu'il s'agit de croiser les points de vue des historiens et des historiens du droit. Le sujet qui a été celui de ma thèse, puisque c'est de cela que je suis invité à parler, et qui est celui du pétitionnement et du droit de pétition, est un sujet qui trouve en réalité son actualité dans le contexte dans lequel je l'ai reçu. J'ai commencé à travailler dessus en 1994, c'est-à-dire au milieu de la décennie dans laquelle apparaît le thème de la fracture sociale et de la crise démocratique d'une manière un peu plus récurrente que précédemment. Par ailleurs, c'est aussi juste dans la foulée du bicentenaire de 1989, un sujet qui se trouve à la croisée d'un débat qui a été très important à l'époque et que Hervé a dû connaître lui-même et que les historiens de la Révolution en général ont bien en mémoire, qui est le conflit entre François Furet et Michel Tropper, qui s'est tenu à travers un échange assez peu aimable, il faut bien le dire, de la part de Furet dans les annales ESC, je crois, en 1992. En réalité, Michel Tropper, qui est un théoricien du droit qui exerçait à Nanterre, qui est un théoricien du droit très important encore aujourd'hui, bien qu'il soit en retraite, Michel Tropper proposait aux historiens de la Révolution, à ce groupe-là d'historiens de la Révolution, parce qu'il y avait un autre groupe à l'époque qui était concurrent, et les débats étaient aussi assez agressifs entre eux. Donc il proposait deux questions. D'une part, est-ce qu'il faut, dans l'étude historique, prendre le droit au sérieux? Et d'autre part, est-ce qu'il fallait, en somme, explorer ce qu'il appelle, ce que Jürgen Habermas appelle aussi, l'autopoïétique du droit. C'est-à-dire le fait qu'il y a, dans un système juridique ordonné, donc il faut le considérer de manière globale, est-ce qu'il y a une logique de production des conséquences, et y compris de reproduction des normes à partir des normes initiales. Donc, schématiquement, ça veut dire, est-ce qu'il y a une logique du droit? Est-ce que cette logique du droit doit être intégrée dans l'histoire que l'on fait, en particulier de la Constituante, puisque à ce moment-là, c'est surtout de la Constituante que l'on parle. Alors, le débat était un peu déséquilibré. Michel Tropper a fait sa proposition, vous pouvez encore la trouver, hein, allez la lire. Il peut aujourd'hui discuter sur l'habileté qu'il a mise à l'affaire, mais il écrit très clairement. La réponse de François Furet a été une réponse de mépris absolu. C'est-à-dire en fait une non-réponse, mais qui a littéralement fait taire dans l'immédiat le propos que tenait Michel Tropper. Alors évidemment, moi, comme historien du droit, je pense qu'il faut prendre le droit et les institutions au sérieux. Je pense qu'il y a effectivement une logique d'autopoïétique du droit, mais qu'il y a évidemment aussi des limites à
l'influence du droit et à sa capacité à dire ou imposer un mode de fonctionnement. C'est dans ce contexte donc, qui est un contexte à la fois assez riche du point de vue de la production scientifique, assez tendu du point de vue politique, que mon directeur, alors que ce n'était pas du tout ça que j'avais l'intention de faire au départ, me dit, eh bien, tu vas travailler sur le droit de pétition. Alors, je savais ce que c'était une pétition à peu près comme vous, c'est-à-dire j'en avais signé. Je savais qu'il fallait signer soi-même, qu'il fallait s'identifier dans la pétition pour qu'on puisse compter les signatures de la pétition, mais c'était à peu près tout et je n'avais aucune idée du fait qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas une définition juridique, institutionnelle, même politique de la pétition, et il a fallu que je la découvre, que je la remonte, que je l'observe et que je la manipule pour faire un petit peu le tour des enjeux. Alors, d'une manière extrêmement pragmatique, concrète, je me suis dit, eh bien, il faut que j'aille voir les pétitions. Je vais voir les pétitions, je vais donc aux Archives nationales un lundi, et à l'époque, c'était fermé le lundi. Donc, je me suis rabattu sur la bibliothèque historique de la ville de Paris, que certains seront certainement amenés à fréquenter au cours de leur recherche, parce que c'est une ressource documentaire extrêmement riche. Je me mets à l'époque devant les petits classeurs, enfin les classeurs avec les petits tiroirs avec des centaines de fiches dedans. Je vais à la lettre P, et là, 200, 300, 500 fiches de titres de publication commençant par pétition. Voilà, bon, j'avais le droit d'en commander 6, je crois. Donc je prends les 6 premières, pourvu qu'elles soient dans ma période. J'ai éliminé celles de l'après-révolution. Et il n'y en avait pas avant. Symboliquement pas. Symboliquement, il y en avait peut-être une ou deux, mais ce n'était pas significatif. Et donc, je fais mes commandes. Je vais m'installer dans la très belle salle de l'hôtel de Lamoignon, où est installée la salle de lecture de la BHVP. Visitez-la, elle est très chouette, elle est à côté de Carnavalet. Et j'attends qu'on m'apporte mes volumes. Et je vois arriver au bout d'un moment le chariot, avec un gros volume comme ça, qu'on pose devant moi, à mon numéro de table. Je me dis, bon, très bien. En fait, j'ai commandé un texte qui doit être un petit livret de 4-5 pages, mais il est dans un recueil factice, et donc en fait, je n'ai pas le droit à 6, mais en fait à des centaines de pétitions que je vais pouvoir répondre comme ça. Ma déception a été immédiate, j'ai ouvert le volume. Il s'intitulait « Pétition du sieur Bompard de Beaubourg » et il comptait bien 300 pages. Alors c'était un drôle de truc parce que le sieur Bompard de Beaubourg prétendait avoir espionné pour le compte de Louis XV les métiers à tisser du nord de l'Angleterre, avoir ramené le secret industriel et n'avoir jamais été payé des 3 millions de livres qui lui étaient dus, et suivait tout un roman où il expliquait que dans les dernières années, il avait été agressé dans la rue par des vilains qui voulaient lui soutirer son secret ou le faire taire. Enfin, bref, on était dans une attitude qui finalement est assez contemporaine et que l'on trouve chez un grand nombre de complotistes. Ça n'était donc pas tout à fait mon objet, et cela m'a conduit évidemment à chercher à le définir mieux. Ça s'appelait pétition et ce n'était pas une pétition. Et je ne savais pas pourquoi. Il a donc fallu que je fouille, que je cherche. Lorsque le lendemain, les archives ont été ouvertes, j'y suis allé. Elles n'étaient pas à l'époque à Pierrefitte, mais au Caran, c'est-à-dire quadrilatère des archives nationales au milieu du Marais. C'était assez agréable. Et j'ai commencé à commander les cartons correspondant au début de la Révolution, notamment dans la série C, qui est la série des fonds généraux des assemblées révolutionnaires, enfin des assemblées de la période contemporaine, et dans la série D, qui est celle des comités de ces assemblées, c'est-à-dire des groupes de travail internes pour simplifier la chose. Et là, je me trouve alors devant un état assez particulier de ces archives. J'insiste sur le côté pratique, parce que la recherche, c'est aussi des choses extrêmement pratiques.
sur une particularité que Hervé connaît, je pense, bien aussi, c'est que ces archives ont connu des classements successifs, ont été extraordinairement visitées et donc formidablement désordonnées, et que par ailleurs, chaque assemblée révolutionnaire, vous avez votre chronologie en tête, j'imagine, à la fin de ses travaux, a décidé d'arrêter ce qui pouvait être considéré comme des mauvaises pratiques, c'est-à-dire la confusion des fonctions exécutives, judiciaires et législatives. Donc, on est en train d'établir la séparation des pouvoirs comme une réalité rigoureuse, précisément pour se distinguer de l'Ancien Régime et pour réaliser la révolution qu'on s'est promise, eh bien, il faut revenir à une séparation des pouvoirs. Donc, à la fin de chaque assemblée, en fait, les documents qui relevaient des comités et donc des fonctions, en fait exécutives et judiciaires, ont été rendus au ministère, à chaque fois. Mais à chaque fois, elles sont revenues, car à chaque fois, on a recréé des comités. En plus, toute une série d'affaires, notamment les affaires qui regardent les émigrés, les biens nationaux, sont des affaires qui durent très longtemps et dont certaines ne sont pas réglées avant la Restauration, et quelquefois un peu plus longtemps. Et donc, ça veut dire qu'on va reprendre les documents pour les réinsérer dans le circuit de travail où ils sont utiles. Donc, ça veut dire que vous avez affaire, et c'est particulièrement vrai sous la Constituante, à une archive qui est dans un état de désordre extrême. Bon, alors je vois ça, je reprends quand même les inventaires de ces archives, en essayant de ne pas me tromper quand je recollais le système de classement du premier archiviste Camus, le créateur des Archives nationales, et la reprise du classement qui a été fait ensuite et qui n'est pas sur le même système de lettres ni de numérotation. Et au milieu de tout ça, je me dis, mais finalement, j'ai un financement pour ma thèse, mais combien de temps ça va durer? Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben, il faut compter. Je me suis donc mis à évaluer le nombre de documents qui pouvaient correspondre à l'objet que j'avais. Et à la fin de l'opération, alors que je souhaitais évidemment traiter la question pratiquement jusqu'à nos jours, j'ai péniblement réussi à finir la constituante, c'est-à-dire 28 mois. Et cette seule période de temps représente potentiellement 900 000 documents. 900 000 documents différents. Certains font 200 pages, certains font une demi-page. Pourquoi? Parce que à partir du moment où, avec Pompard de Beaubourg, on s'aperçoit que ce n'est pas le nom qui est appliqué au document, qui intitule le document, qui dit ce qu'il est vraiment, eh bien en fait, il faut prendre tout ce que reçoit la constituante, c'est-à-dire toutes ces correspondances, toutes ces adresses et correspondances. Et effectivement, quand on prend par le début cette masse de documents, on s'aperçoit alors qu'il y a une foultitude de motifs qui font qu'on s'adresse à la constituante, peut s'adresser à elle pour lui donner des informations, pour en demander, pour lui demander des décisions, pour contester des décisions. Et dans tout ça, il va falloir faire le tri. Et ça, c'est pratiquement impossible si vous n'allez pas voir chaque document. Je n'ai donc pas épluché 900 000 documents. Ça pas de soi. En revanche, j'ai été obligé de reprendre le problème par un autre bout, par le bout théorique. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le droit de pétition? Une fois qu'on a dit qu'il ne suffisait pas de dire « je pétitionne » ou d'écrire « pétition », il va falloir trouver un critère discriminant pour identifier qu'est-ce que c'est qu'une pétition par rapport à n'importe quoi d'autre. Et là, pour le coup, je reviens en quelque sorte dans l'ordre de ma spécialité, c'est-à-dire le travail du juriste. Alors, finalement, ce que l'on peut dire comme point de départ, c'est que les pétitions, on sait tous ce que c'est en
pratique, on en a une représentation, que, en gros, c'est un phénomène qui est lié à l'expression démocratique et qui est porté sous une forme ou sur un document en direction d'une autorité qui, elle, est susceptible de décider sur le sujet. C'est-à-dire qu'en principe, on l'adresse dans le domaine de sa compétence. D'accord ? Simplement, au milieu de tout ça, et depuis la plus haute antiquité, vous avez des choses qu'on appelle pétitions, ou qu'on appelle demande de rescrit dans le monde romain, ou qu'on appelle adresse, placet, prière, etc., 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 et doléance. Et alors, qu'est-ce qui fait que, à un certain moment historique, on va voir le terme pétition supplanter la diversité des emplois que l'on trouve, en gros, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Il faut d'abord vérifier que l'on utilise bien une très grande diversité de dénominations et que ces dénominations entraînent éventuellement des mises en forme spécifiques et éventuellement des traitements procéduraux différents. Et donc, il faut aller chercher qu'est-ce que c'est qu'un placet sous l'Ancien Régime, qu'est-ce que c'est qu'une doléance, qu'est-ce que c'est qu'une plainte, qu'est-ce que c'est que ceci et que cela. Ensuite, il faut se reculer un peu et aller regarder pourquoi, ou d'abord si, la période contemporaine fait quelque chose avec le droit de pétition. Et là, pour le coup, c'est assez évident. Toutes les constitutions nées à partir de l'ère constitutionnelle, c'est-à-dire à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, toutes font une place au droit de pétition, en général sous ce nom-là, et pas sous un autre. On trouve quelques exceptions dans certaines des déclarations des colonies anglaises en Amérique avant la déclaration d'indépendance, où à ce moment-là, on a le terme grief, grievance, mais le plus souvent pétition. Alors, ça signifie probablement qu'il se passe quelque chose. Et par ailleurs, depuis la deuxième moitié du XVIIIe siècle, toutes les constitutions libérales, démocratiques, représentatives du monde ont intégré cette prérogative et formulent le droit de pétition, le petition right, le right of petition, le recht pétition, etc. Et en italien, en espagnol, ça marche aussi. Donc ça veut dire qu'on signifie quelque chose, et que cette chose, elle est différente de la foule des modèles antérieurs. Alors du coup, on doit remonter évidemment l'étymologie, enfin on fait le travail que tout le monde fait toujours pour sa thèse. Pétition, en fait, à part l'expression pétition de principe spécialisée en philosophie, ça ne concerne à la période moderne essentiellement, en dehors de l'Angleterre, que le vocabulaire de l'Église. Une pétition, c'est une prière. La pétitio que vous trouvez dans les institutions de l'Église de Calvin, par exemple, c'est exactement prière. Or, une pétition, à partir de la Révolution, c'est plus tout à fait ça. La prière, ça décrit un rapport entre l'orant, le priant, et le prié. Et au fond, ce rapport est fondamentalement le même que celui de la doléance. Et en creusant un petit peu, on finit par s'apercevoir qu'au fond, ce qui va être déterminant, c'est le changement de statut et de relation réciproque entre celui qui demande et celui à qui l'on demande, qui permet de distinguer ce que c'est qu'une pétition. Quand une doléance, alors, pour le coup, là, je vous renvoie à un ouvrage assez récent sur les écrits au pouvoir, que vous trouverez assez facilement, qui a été co-dirigé par Michel Bubeniczek et François Foronda, qui est une opération à laquelle j'avais
participé au départ quand elle est née en Franche-Comté, c'était Michel de Konicek à l'époque, et qui essaye de suivre précisément la généalogie de la manière dont les sujets, les gens, les populations établissent un dialogue avec les autorités, les institutions, et construisent des formes par lesquelles elles leur tiennent un discours, leur font des demandes, et éventuellement se plient à des procédures ou pas. Et à l'époque, j'avais eu un mal fou d'ailleurs dans ce groupe de médiévistes et modernistes à leur faire entendre que, ben non, tout ça, ça ne fait pas des pétitions. Pas du tout. Et il nous a fallu des heures et des heures de discussion pour qu'ils admettent qu'en fait, on n'est pas en face de la même chose. Pourquoi ? Si vous considérez que une doléance est faite et que c'est équivalent à une pétition, puisqu'après tout, on demande, et on demande à l'autorité. Vous omettez le fait qu'en réalité, la doléance est adressée au roi, dans le droit de la monarchie absolue, et qu'il est seul à décider. Il est absolument souverain, et le pétitionneur, est son sujet, c'est-à-dire l'objet passif de sa décision. Dans la naissance de la démocratie contemporaine représentative, le statut des deux acteurs a radicalement changé. Car le citoyen, quand il pétitionne, il est une portion atomique, certes, mais une portion du souverain. Et il s'adresse à une autorité qui n'a reçu que la délégation de l'expression du souverain. Et ce rapport-là change absolument la valeur et la définition de la parole portée de l'un vers l'autre. Mais évidemment, il faut triturer l'hypothèse assez longuement pour distinguer et pour y voir plus clair. Alors, si on prend des situations théoriques, disons que l'hypothèse de départ, c'est que le droit de pétition est lié à la démocratie. Très bien, alors on va aller voir la démocratie. Et pour les historiens, ce n'est pas très difficile. On va au berceau. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des pétitions dans l'Ecclésia athénienne? Y en a-t-il? J'aurais pensé que oui, mais pas sous la forme actuelle. C'est des demandes plutôt que des pétitions. Des demandes. Eh bien, pas tout à fait. Dans l'Assemblée, dans l'Ecclésia, tout le corps politique est présent, sans représentation. C'est donc l'intégralité du corps politique qui est là. Ça veut dire qu'on est dans une assemblée complète dans laquelle il n'y a pas de pétition. Il y a un droit d'initiative. Et le droit d'initiative, ça veut dire que vous êtes membre de l'Assemblée. On va laisser de côté la question de la discussion sur la participation des esclaves, des étrangers, des femmes, etc. En tant que modèle théorique, la totalité du corps politique, donc la totalité du peuple étant présente, ça fait une seule assemblée. Il n'y a pas de représentation. Donc, chaque membre de l'Assemblée a le droit de tous les membres de l'Assemblée de faire des propositions et de demander qu'on vote dessus. Or, vous voyez que ça, ce n'est pas une pétition. Vous n'appelez pas pétition le droit d'initiative d'un député dans l'Assemblée nationale française actuelle. Et il ne vous vient pas à l'idée de le confondre. Vous voyez bien le parallèle, mais ce n'est pas la même chose. Il y a notamment une différence qui est la présence de celui qui prend l'initiative et sa capacité d'en appeler au règlement intérieur de l'Assemblée, qui doit s'appliquer automatiquement. Et ça a donné d'ailleurs, comparativement, des choses assez étonnantes au XIXe siècle au Congrès américain. Il a fallu que le Congrès américain
prennent des lois spéciales, qu'on appelle du coup les gag rules, les lois Bayon, pour empêcher les libéraux de prendre la parole, à l'occasion d'ailleurs de pétitions, sur l'abolition de l'esclavage. L'un des grands spécialistes étant John Quincy Adams, qui utilisait toutes les pétitions pour demander l'abolition de l'esclavage, et c'est contre lui qu'on fait cette loi. Avec l'idée, avec le principe suivant, c'est on ne reparle pas de ce qui a déjà été réglé. Donc, la démocratie ne suffit pas. La démocratie est sans doute nécessaire à donner à celui qui est potentiellement pétitionnant le statut nécessaire pour qu'il puisse le faire, mais ce n'est pas suffisant pour distinguer un droit de pétition. En fait, ce qu'il faut, c'est tout simplement une représentation, c'est-à-dire une démocratie indirecte. Car, puisque le député à l'intérieur de l'Assemblée ne pétitionne pas sa propre Assemblée, ce sont en fait, à raison de la détention d'un atome de souveraineté, les citoyens extérieurs à l'Assemblée qui ont vocation à la pétitionner. D'accord ? Donc ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de pétition dans le cadre d'une oligarchie et qu'il n'y a pas de pétition en monarchie. Dans ces cas-là, il ne peut y avoir, on peut discuter sur le modèle oligarchique parce que quand il y a une assemblée à l'intérieur d'un modèle aristocratique, on est dans une situation très comparable à celle d'une démocratie représentative. Et donc, mécaniquement, on peut avoir des points de convergence, mais au fond, on revient à l'hypothèse première, c'est-à-dire celle d'une forme démocratique représentative. Quand on n'est pas dans cette situation-là, donc dans une aristocratie ou dans une monarchie qui ne comporte pas l'assemblée représentative interne, on est soit dans l'ordre de la plainte, soit dans l'ordre de la demande de grâce. Donc soit on réclame son droit, soit on réclame une faveur. Au demeurant, les demandes de faveur et les plaintes existent dans la démocratie représentative, et dans la démocratie représentative d'après 1789, qui met en œuvre la séparation des pouvoirs, ces éléments ont leur procédure. Et ces éléments ont leurs juges et leurs autorités décisives. Leur juge, c'est l'ordre judiciaire. Alors en France, c'est devenu l'ordre judiciaire et administratif, mais il est au moins juridictionnel. Et d'autre part, globalement, le pouvoir exécutif, qui est en mesure ou non de répondre favorablement à la demande de l'aménagement d'un rond-point pour qu'on puisse plus facilement accéder à la faculté des lettres de Lille. Ce sont des choses comme ça. Évidemment, par ailleurs, ça peut aussi porter sur l'organisation même de l'État. Donc, c'est pas parce qu'on a des objets d'importance relative qu'on n'est pas en face de pétition. En revanche, il faut faire une autre distinction qui est elle aussi extrêmement importante, c'est celle de l'objet de la pétition. Le nom ne nous sert pas. Une fois que vous avez dit que le citoyen a vocation à pétitionner, est-ce que c'est la même chose quand il se plaint de son voisin parce que le pommier dépasse par-dessus le mur et que ça le gêne, ou lorsqu'il va précisément demander l'aménagement ou la réparation de la route qui sert à tout le monde? Évidemment non. On a d'une part un intérêt particulier, d'autre part quelque chose qui est relié à l'intérêt général. Cet intérêt général, il peut être plus ou moins élargi, c'est-à-dire un intérêt corporatiste est tout à fait possible. Par exemple, quand les profs d'université demandent l'augmentation de leur traitement, qui n'est pas un salaire, ils le demandent évidemment pour eux, mais pas seulement pour eux, aussi pour l'intérêt de la fonction. Et en le demandant,
si moi je faisais une pétition individuelle, je demande à, par exemple, mon autorité de tutelle de la rue Descartes de multiplier par 3 le traitement des universitaires français afin qu'ils soient au niveau de la Suisse et du Luxembourg. Je ne parle même pas de l'Allemagne, où il y a une décision constitutionnelle sur la question. Je fais une pétition qui, évidemment, inclut mon propre intérêt, mais touche l'intérêt général de l'université et, à travers l'université, de la société dans laquelle cette université existe. Il en va très différemment si, dans la même position, je demande à être promu, moi. Ce sera une demande de grâce. Il en ira différemment si je conteste, par exemple, la nomination de Pierre Cernat à la chaire d'histoire de la Révolution française parce que je pense que je suis meilleur. Ce n'est pas le cas. Là, en quelque sorte, je me plains. C'est-à-dire, je pense que mon droit a été frustré puisque j'étais meilleur. J'avais plus de titres, plus de publications, tout ça étant faux, bien entendu, plus d'ancienneté. Et je réclame l'application d'une règle de droit qui va être pesée par le juge, en l'occurrence le juge administratif, et aboutira à une décision juridictionnelle. Là, on est sur le périmètre de la plainte juridictionnelle habituelle. Celle-ci, elle a sa voie de traitement. Alors, ceci étant établi, il y a droit de pétition lorsqu'il y a démocratie et représentation, et quand, en plus, l'objet est un objet d'intérêt général, à un degré quelconque. On commence à avoir une définition qui va permettre de trier, qui va permettre de, parmi les documents, de ne pas en avoir 900 000 tout simplement, mais de savoir comment on en a moins. Mais ça va aussi permettre d'identifier mieux l'enjeu et la signification du droit de pétition. Fondamentalement, c'est un enjeu de légitimité politique. C'est une parole qui vient de la source de la souveraineté et qui va, en général, s'adresser à un représentant ou délégataire de la souveraineté. Ceci étant vrai, quelle que soit l'institution publique à laquelle vous vous adressez. C'est vrai quand vous vous adressez au législatif parce que vous lui demandez une loi, par exemple, sur le ramassage du bois à l'automne, ce qui est effectivement une demande formulée au début de la Constituante, lorsqu'on va entrer dans l'hiver 89-90, parce qu'à ce moment-là, il va falloir réparer les toits et ramasser du bois pour se chauffer et se nourrir l'hiver. Or, la suppression des droits féodaux n'étant pas parfaitement uniforme dans les pratiques sur le territoire, eh bien, on trouve des demandes comme ça. Donc ça, c'est ce que vous demandez au législatif parce qu'il est capable de le faire. Et c'est d'ailleurs, je détaille un petit peu l'exemple pour que vous compreniez comment se construit au fond la déduction à partir du document. Il s'agit en fait d'une adresse, au départ c'est une correspondance, qui en octobre 1789 parvient à Paris depuis les 4 vallées dans les Pyrénées. En fait, on est du côté de Luce, Saint-Sauveur, Barèges, Bagnères de Bigorre, tout ça, à mi-montagne. C'est une montagne très, très raide, les Pyrénées. Et ces gens-là écrivent un texte assez long, dans lequel ils commencent par dire écoutez, on aime beaucoup ce que vous faites. Alors, c'est bien, c'est important. Ils sont forcément en retard, hein, parce que Toulouse, c'est à 12 jours de courrier. Donc ça veut dire qu'il y a 1 mois de décalage en fait à chaque fois, parce qu'il faut aller et revenir. Donc en fait, ils réagissent au contexte de l'été. Mais ils disent, on aime beaucoup ce que vous faites. Ils montrent qu'ils ont eu des nouvelles et on voit à peu près le délai de leurs nouvelles parce qu'ils font référence à des événements qui se sont passés récemment. Ils
disent que le roi et la reine sont des gens formidables, etc. Et puis ensuite, après avoir, en somme, déclaré leur adhésion générale à ce qui est en train de se passer, ils disent, et voilà, ben maintenant on a des problèmes. Ce qui est en fait un schéma complètement typique de la manière dont les doléances ont été construites dans le printemps 89. Et donc, parmi les problèmes, il y a notre seigneur du coin, alors je crois qu'il est du côté de Luce Saint-Sauveur précisément, refuse de nous laisser ramasser le bois mort. Or, on rentre dans l'automne, etc. Et puis le discours continue en multipliant les exemples des inconvénients que cette chose-là pourrait avoir, du flou qu'il y a dans les droits de chasse, etc. Et ils finissent par dire, oui, mais il est probable que nous ne soyons pas seuls à avoir ce problème de bois mort. Peut-être qu'il faudrait faire une loi générale sur le ramassage du bois mort en France. Et là, vous voyez se produire un phénomène qui est assez sidérant, en fait, dans son contexte, c'est-à-dire des gens, les quatre vallées, c'est une province à soi tout seul. C'est un truc complètement spécial, avec une coutume spéciale, qui est très difficile d'accès, donc les communications sont complexes. Et ce n'est pas le même droit que celui de la province qui est autour. Et ces gens-là, qui donc sont extrêmement identifiés dans leur particularisme jusque-là, sont en train de faire une bascule culturelle qui est presque cosmologique en intégrant leur appartenance à une nation qui est à peine déclarée. Ce qui n'est pas tout à fait l'exercice le plus mince que l'on puisse faire. Les Français en 50 ans ne sont toujours pas vraiment européens. Les Corses ne sont toujours pas français, mais ça c'est un autre problème. Et les Bretons sont tranquillement entre deux. Mais donc, vous avez des documents comme ça qui ont plusieurs natures successives, au fond, et dans lesquels il faut distinguer et il faut accepter un côté un peu rugueux, un côté un peu éclectique, et dont il va falloir distinguer les éléments pour pouvoir identifier s'il y a ou s'il n'y a pas. S'il s'était arrêté à dire la loi, les décrets des 4 au 11 août ne sont pas appliqués, on ne peut pas ramasser le bois mort. On n'avait qu'une plainte. C'est-à-dire la réclamation de l'application du droit. Mais faisons une loi générale sur le bois mort, ça c'est autre chose. Ça c'est une pétition adressée à l'Assemblée qui a, dans ses prérogatives, la possibilité d'en décider. Donc vous aurez les mêmes choses du côté de l'exécutif, vous les aurez à tous les niveaux de l'exécutif. C'est-à-dire lorsque, par exemple, dans le département de la Drôme, des citoyens demandent qu'on rénove, qu'on répare la route qui traverse tout le département et qui permet le commerce et donc le développement économique de toute cette vallée semi-enclavée, eh bien, c'est adressé évidemment en principe au directoire de département, et celui-là, c'est lui qui est compétent pour décider sur l'ensemble. Au niveau de la mairie, c'est pareil, au niveau du district, c'est pareil. On a éventuellement la même chose auprès des institutions judiciaires, mais seulement pour ce qui concerne l'administration de la justice. Autrement dit, si vous demandez, imaginons que ça n'ait pas été une proposition de Guillotin, si vous demandez qu'on égalise, si vous êtes citoyen à Lille aujourd'hui, en 1789, et que vous demandez le changement de l'exécution des peines de mort, vous faites une pétition sur l'administration de la justice, c'est-à-dire sur la manière dont, d'un point de vue général, la justice est rendue et appliquée. Si vous demandez en revanche qu'on libère Martin, parce que c'est un copain et qu'en fait il est innocent, là, c'est plus de l'administration de la justice, c'est l'interférence dans une décision de justice nominative. Et donc vous avez toute une série de catégories qu'il faut en somme mettre en œuvre à partir du moment où vous avez établissement de la séparation des pouvoirs.
Alors, une fois que ça c'est posé, et ça réclame, comme vous voyez, de sortir en fait de son corpus et de son contexte pour aller chercher des armatures, en somme, théoriques, et finalement se donner des outils pour entrer dans le matériau et dans la période, en fait, vous pouvez y retourner désormais et d'abord constater que vous n'arriverez jamais à traiter le 10e des 900 000 documents potentiels, et que donc il va falloir faire autrement. Et donc, à partir de ce moment-là, on va s'intéresser, on va mieux rentrer dans le débat et la construction du droit à travers la constituante, et on va pister le problème. Alors, d'une manière assez évidente, il y a une parenté entre les cahiers de doléances et le droit de pétition. Ce n'est pas une parenté juridique, puisque j'ai dit ce que je disais tout à l'heure. Les doléances, elles sont proposées via les États généraux, qui, eux, ne sont pas souverains. Quelle que soit l'issue de la discussion entre le pouvoir royal et l'Assemblée des États généraux, la décision, c'est Louis par la grâce de Dieu. Ce n'est pas les États généraux. On dirait éventuellement, ayant pris le conseil de. Mais le souverain, c'est le roi. Donc, ce n'est pas au sens propre une pétition ou un système pétitionnaire. Mais ça fonctionne un peu pareil. Et surtout, ça constitue dans le processus de réunion pour rédaction des cahiers, et on a commencé par la rédaction des cahiers, c'est important, puis élection des députés aux différents niveaux, se crée dans cet espace de temps et cet espace sociopolitique un formidable rattrapage de l'apprentissage démocratique et de l'apprentissage politique. Et dans ce processus-là, se dégage un certain nombre de demandes, doléances, qui seront ensuite des objets de pétition. Nous voulons que nos enfants reçoivent de l'instruction, ce qui se trouve assez généralement dans les 30 000 cahiers de doléances de 89, on le retrouve ensuite. Et on va le retrouver successivement avec des interventions au moment des grands projets d'instruction de la période suivante, enfin de la période révolutionnaire suivante, puisque la constituante n'a pas le temps, en fait, de le faire. Mais surtout, ça crée une sorte d'inertie. C'est-à-dire que d'abord, les assemblées électorales, les assemblées de bailliage restent assemblées après avoir fait leur tâche et entretiennent ensuite des correspondances avec leurs députés partis à Paris. Et donc, vous avez une forme qui n'est pas exactement une permanence, on verra ça dans les sections après, mais une persistance d'un organe qui n'aurait pas dû persister. Puisque c'est une fois qu'on a rédigé le cahier et que le député est désigné, c'est fini. C'est au député de travailler. Ensuite, comme le processus est un processus qui se déroule avec des tas d'incidents, d'accidents, de retards, etc., on se trouve avec des députés et des cahiers, des assemblées et des députés qui n'ont pas été constitués et désignés jusque finalement assez tard. Les députés de Paris arrivent avec 25 jours de retard par rapport à l'ouverture des États généraux, et il y a encore des gens qui arrivent en juillet. Puis, il y a toutes sortes de disputes, et je me souviens d'une dispute de ce département-ci, entre Dunkerque et l'arrière-pays de Dunkerque, parce que la dispute portait sur le fait que le cahier du tiers de Dunkerque n'intégrait pas ce que voulait absolument telle ville de l'arrière-pays, qui se considérait comme légitime pour imposer que cette doléance figurât. Et du coup, ils vont envoyer un cahier de doléances concurrent. Pour une fois, ils ne demandent pas d'avoir aussi une députation concurrente, mais un cahier de doléances concurrent. Donc ça veut dire qu'en fait, arrive à l'Assemblée en retard toute une série
de ceux qui sont au départ des doléances, mais qui, à partir du moment où on a établi, on a révolutionné l'ordre politique, vont progressivement prendre d'autres significations et avoir d'autres points. La première fois qu'on parle de pétition, et même de l'expression droit de pétition, c'est dans les premiers jours de juillet 89, à propos d'un truc qui est rétrospectivement un peu étonnant, c'est la question de savoir si, je cite, les villes portuaires de commerce peuvent faire des pétitions. La réponse de Le Chapelier à l'époque, ce qui n'est pas non plus sans être amusant compte tenu de la position qu'il va tenir un an et demi plus tard, c'est naturellement les villes portuaires et de commerce. Il est pas loin, hein, c'est Nantes, Saint-Malo, Lorient. Et puis évidemment toutes les autres villes côtières jusqu'à Dunkerque, Calais, etc. Naturellement, elles ont le droit de le faire. Oui, mais elles le font à quel titre? Au titre de quelle existence juridique et de quel statut? Parce que là, on est en train de quitter l'Ancien Régime. Et donc, en fait, ce qu'il déclare le 6 ou le 7 juillet est devenu absolument caduc le 26 août. Parce que ces villes de commerce, ce sont des collectivités s'exprimant en nom collectif. Ce n'est pas des individus, ce n'est pas des citoyens. Ce sont des vestiges d'Ancien Régime. Et on n'a pas rétabli les municipalités. Donc on a là un espace de flottement important. Le deuxième mouvement, qui est un mouvement extrêmement important et qui explique en partie le problème que va poser ensuite à la constituante le droit de pétition. Je ne sais pas combien... Ah oui, donc, je suis désolé. J'accélère. C'est le phénomène de l'été. C'est ce qu'on appelle la révolution municipale. Alors, vous en avez, j'imagine, entendu parler. C'est le moment où, en réalité, toute l'administration locale de l'Ancien Régime, en gros, s'effondre et est remplacée par des citoyens volontaires qui sont en général patriotes, c'est-à-dire favorables à ce qui est en train de se passer, en tout cas qui le déclarent, et qui vont spontanément, à peu près sur le modèle bien connu de la révolte parisienne, établir un nouvel ordre, mais qui est un ordre très flou, puisqu'il n'a reçu que de l'action, finalement, son onction. Et dans l'été se joue à partir de là un jeu de légitimation réciproque, c'est-à-dire qu'on a une assemblée qui est quand même une assemblée produite par l'Ancien Régime, c'est composée de 3 tiers inégaux à tout point de vue. Si on est conséquent, à un moment donné, cette assemblée doit d'abord se dissoudre, puis élire une constituante. Sinon, la surreprésentation de la noblesse et du clergé déséquilibre tout et viole les principes qui sont déclarés dans la déclaration. Elle ne le fait pas. Cette assemblée, elle reste quand même fragile à Versailles jusqu'au 14 juillet. Paris sauve Versailles. Quand vous regardez les récits des députés, les lettres qu'ils échangent avec leur famille du côté du 15 juin, du côté du 20 juin, ils attendent la troupe, en fait, pour une partie d'entre eux. Une fois que par-dessus ou au-delà de la révolution du 17 juin, dont les juristes tiennent beaucoup à ce qu'elle soit du 17 juin, puisque c'est le renversement de la souveraineté, c'est surajouter la révolution parisienne. En fait, on se trouve avec 2 illégitimités victorieuses, mais illégitimes. Et il va falloir qu'elles se construisent une légitimité. Il va falloir refonder la légitimité de l'Assemblée. Et il va falloir fonder la légitimité locale des nouvelles institutions. Pendant tout l'été, vous allez voir affluer auprès de l'Assemblée nationale
les adresses de félicitations et d'adhésion. Et là, c'est un festival. Vous voyez d'ailleurs les articles du registre de Camus qui enregistrent les rentrées de documents exploser littéralement. Il n'y a plus assez de place dans les rubriques pour inscrire ce qu'il en est. Au départ, c'est la lettre de machin, le village de machin nous dit qu'il adhère aux nouveaux principes du 17 juin. Et puis au bout d'une dizaine de jours, c'est plus du tout ça, c'est nous avons des adresses de 80 à 150 villes, et ça fait un seul article. Ensuite, quand vous regardez les adresses elles-mêmes, quelquefois, vous tombez un peu de votre chaise. Je pense en particulier à un acte de fédération qui a été imprimé, donc c'est la ville de Guise, me semble-t-il, non, de Luynes, dans le sud, qui le fait. Donc, la ville de Luynes, petite ville, qui à l'époque est plus importante qu'aujourd'hui, s'est auto-constituée. Donc, elle a fait sa révolution, elle a fait son 14 juillet. Ensuite, comme tout le monde autour d'elle a fait à peu près la même chose, et que ce serait mieux quand même si on s'épaulait, ils ont constitué une fédération d'une trentaine en fait, d'équivalents de municipalités. Ce faisant, ils ont pris le soin de rédiger un texte, de le faire imprimer et de l'envoyer à l'Assemblée comme acte de fédération. Et acte de fédération, ça veut dire qu'on se considère comme parfaitement autonome et qu'on peut en sortir de la fédération. Donc ce n'est pas du tout, au sens propre, une adhésion sans discussion à l'adunation chère à Sieyès, c'est-à-dire à la forge d'un ensemble politique unique. C'est un accord avec réserve et conservation d'autonomie. Mais quand vous passez du document à la notice dans le registre de Camus, c'est marqué acte d'adhésion. Il n'est pas certain qu'il y ait vu malice en faisant ça. Quand vous recevez 250, 300, 400 trucs comme ça, alors que vous avez passé et la nuit précédente à essayer de rédiger des textes, et la journée dans les bureaux à essayer de préparer ce qu'on allait décider la nuit suivante, on peut comprendre que, bon. Mais Camus est un type rigoureux, donc l'idée c'est quand même qu'il va y avoir entre le pays et son assemblée un échange de légitimation. Je vous écris pour vous dire que je vous reconnais comme vous êtes, ou pas tout à fait comme vous êtes, et vous allez enregistrer officiellement ce que je vous ai écrit, ce qui me reconnaît. C'est un échange équilibré en quelque sorte, et qui permet à chacun de prendre légitimement sa place sur le nouveau terrain politique. Et ça, évidemment, comme c'est absolument vital pour la survie de l'Assemblée elle-même, qui reste menacée au-delà du gouvernement des 100 jours, du ministère des 100 jours, elle fait une place importante à ces actes, à ces communications qui lui sont adressées de tout le pays et qui font la démonstration face aux institutions anciennes et aux partis adverses, partis aristocrates, comme on l'aimera bientôt, de ce que le pays est derrière. En réalité, l'Assemblée a besoin de cette onction et elle lui fait donc une place. Ce qui est marrant, c'est ce qui se passe au fil du temps. Cette question des municipalités, elle va finir par s'envenimer. Par s'envenimer parce que, en fait, c'est toujours la permanence d'une société politique agitée qui n'a pas forcément réglé tous ses comptes locaux, qui n'est pas forcément disposée à la mise en œuvre de tout ce qui est nouveau, et qui, par ailleurs, dans un certain nombre de cas, voit des intérêts particuliers menacés par les réformes en cours. Moi, j'avais une rente sur un privilège qui était attaché à une terre elle-même noble. Moi, je suis bourgeois, mais j'ai racheté la terre, donc j'avais un privilège.
C'était dans un contrat de vente, donc est-ce que c'est compris dans les décrets des 4 ou 11 août? Ben, en principe, non. Donc on doit pouvoir continuer à percevoir le droit en question, parce qu'il a été inscrit dans un contrat. Donc tout ça, ça produit des effets localement. Il y a de profonds désaccords sur les modalités d'organisation locale, sur ce qui se passe à l'intérieur, et là, ce qui est souvent une question de concurrence d'honneur, sur ce qui se passe à l'intérieur des milices bourgeoises, qui sont à peu près généralisées dans cette période-là. Qui va être le chef, pour combien de temps? Est-ce qu'on élit le chef ou est-ce qu'on le prend parce qu'il est compétent? Toutes ces choses-là rendent extrêmement difficile l'entrée dans la Révolution à temps long. Et je vous fais grâce des incendies de châteaux, etc., de tout cela. Mais fondamentalement, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire, en gros, le pays est très désorganisé. Il s'avère en plus qu'en entrant dans l'automne, d'une part, les institutions générales traditionnelles, les institutions de justice, les parlements, etc., ne se remettent pas en marche. C'est dans une certaine mesure, c'est une surprise. Et donc, ça veut dire que là, tout le système ancien est constaté comme arrêté. La première chose qu'on va faire, c'est s'occuper de promettre qu'on va remplir les caisses. Ça, c'est la nationalisation des biens du clergé. Et deuxièmement, organiser l'administration. Et ce sont donc les lois départementales et municipales qui sont en perspective pour le mois de décembre. Mais il y a une première mention légale, je distingue de ce que l'on a trouvé à l'intérieur de l'Assemblée, qui est du règlement intérieur, sur la question de savoir si les villes et communautés portuaires et commerciales pouvaient faire des pétitions tout à l'heure. C'est un problème qui est un problème de règlement intérieur. Donc la loi qui a, elle, a vocation à s'appliquer à tout le monde. La première mention, c'est la loi martiale d'octobre 1789. En fait, c'est le projet, ça n'aboutit pas. Mais dans la première version du décret, il y a que lorsqu'il y a une foule attroupée, l'officier responsable de la garde nationale doit s'avancer et demander à la foule si elle a une pétition à faire et de désigner les gens qui vont la porter. Heureusement, ça a fini par disparaître, sinon mon sujet aurait été en somme entaché de partialité. Donc c'est finalement d'une manière négative que la question apparaît dans les lois municipales et départementales. Alors, départementale, c'est l'article 62, municipal, je pense que c'est l'article 50 et quelques. Et en fait, ça apparaît négativement. Ça apparaît dans le domaine, lorsqu'il s'agit de dire que les institutions municipales, départementales et districtales ou les assemblées électorales n'ont pas le droit de faire des pétitions sur des sujets autres que celui de leur propre administration. Vous voyez le problème? Il n'est pas question que toutes les municipalités de France, les 40 000, se mettent à donner leur avis sur les choix politiques qu'on est en train de faire. Parce que ça ne va pas marcher. Et donc ça apparaît par restriction. Et depuis décembre 1789 jusqu'en mai 1791, il n'est plus question, si ce n'est marginalement, de régler les pétitions. C'est-à-dire de leur appliquer une règle. Vous aurez noté qu'on n'a toujours pas dit exactement ce que c'était. On n'a pas dit « est pétitionnaire celui qui fait ceci, à condition de, et sous condition de, etc. » On n'a pas dit ça. Néanmoins, sur la durée de cette constituante, donc sur les 28 mois, les acteurs eux-mêmes estiment qu'on en reçoit environ 300 par jour. Alors, petite parenthèse, la pétition aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut avoir une certaine dimension ridicule. Quand vous recevez de change.org des pétitions pour sauver le veau qui a 6 pattes et que des dizaines de milliers de gens se cotisent
pour qu'on lui enlève les patents trop, qu'ensuite, une opération, hein, donc on n'opère pas les biafrais qui ont une malformation au cœur, mais on opère des vaches. Et ensuite, dernièrement, on lui a trouvé un refuge où il va couler des jours heureux. Et donc, ça peut prendre ce type de caractère. C'est quelquefois un peu effrayant. C'est d'ailleurs un thème récurrent au XIXe et au XXe siècle que le ridicule des pétitionnaires, de certains. Mais si vous rapportez 300 pétitions pendant le nombre de séances, au nombre de personnes adultes sur les 29 millions que constitue la population, qui constitue la population de la France à l'époque, ça veut dire que vous avez pratiquement un adulte sur 4 dans le pays qui fait une pétition. Ah oui. C'est plus tout à fait pareil. Sur 70 millions, alors c'est vrai qu'on a beaucoup plus de vieux dans la population française actuelle qu'il y en avait à l'époque, mais enfin, si vous commencez à rapporter ça à l'état démographique actuel, c'est plus pareil. Donc, ceci étant dit, on ne va retrouver la question des pétitions que dans la dernière phase de la Révolution, enfin de la Constituante, dans un mouvement qui en fait commence en février 1791 et inclut le printemps, disons qu'on va jusqu'à Varennes, parce qu'il y a quand même une rupture à ce moment-là, pour faire simple. En fait, l'opposition entre les patriotes et ce qui va donner le clan Robespierre par la suite, là pour le coup tu es bien placé, c'est-à-dire le combat autour de la maîtrise du club des Jacobins, est annoncé à ce moment-là. Et pour ce qui est, non pas de cela, mais du droit de pétition, le point de départ, il est assez directement le suivant, c'est la pétition des ouvriers charpentiers de la ville de Paris. Alors, elle intervient en février, de mémoire, février-mars 1791, et le fond de l'affaire, c'est qu'en réalité, les ouvriers charpentiers se sont mis en grève pour faire monter le prix de journée. Et donc, c'est la pétition des patrons charpentiers. Les ouvriers se sont mis en grève, les patrons font une pétition pour protester contre cette corporation d'Ancien Régime qui entrave la liberté du commerce et de l'entreprise. Et ils font cette pétition auprès de la mairie de Paris, de la municipalité de Paris, qui au bout d'un moment ne réussit pas très bien à gérer tout ça et finit par adresser à l'Assemblée nationale une pétition en vue de la réglementation de deux choses, le droit de pétition et le droit d'affiche. On voit là aussi que le problème n'est pas absolument clair, au fond. Est-ce que c'est le droit de pétition qui est en cause parce qu'il se pratique par voie d'affiche? C'est pas évident du tout. D'un point de vue pratique, c'est juste difficile à mettre en œuvre, parce que le principe de l'affiche, c'est qu'elle est collée. S'il faut décoller le truc avec les signatures, ben vous allez perdre des signatures. Ou perdre le texte, et donc on pourra vous dire, oui, mais les signatures n'ont pas été apposées sous le texte. Enfin bref, toutes sortes de choses comme ça. Et si c'est le droit d'affiche, c'est en fait une question d'autorité municipale et de police municipale. C'est-à-dire, qui dispose de la publicité officielle? C'est ça la question, avec le droit d'affiche. Est-ce que tout le monde peut mettre ce qu'il veut n'importe où sur les murs de Paris? Ou est-ce qu'il y a au moins des endroits où seule l'autorité peut afficher? Bon. Vous voyez que l'association des deux sujets, alors c'est peut-être une considération simplement pragmatique, mais enfin, c'est pas très clair. Il va y avoir, à partir de là, un débat qui se déroule les 9, 10, 18
et 19 mai, où on voit, par contre, établir les hypothèses autour de qu'est-ce que c'est que le droit de pétition et, aussi important, qui en bénéficie, qui a cette prérogative. Il y a deux camps. Il y a le camp de la majorité à l'époque de l'Assemblée, qui n'est déjà plus majorité aux Jacobins, et qui est incarné par le discours de Le Chapelier, qui est très conforme d'ailleurs à tout ce que dit Le Chapelier pendant cette période-là. Il dit, voilà, le droit de pétition, c'est un droit politique. C'est un droit politique qui a pour objet l'intérêt général, pour légitimité d'être l'expression du citoyen, et pour destinataire, l'autorité politique délégataire qui est en mesure de prendre la décision. En face, la thèse de Robespierre, principalement, mais il est soutenu par Grégoire, Pétion, qui sont deux ou trois autres à prendre encore la parole. Ils disent pas du tout. Le droit de pétition, c'est pas du tout ça. Le droit de pétition, c'est alors c'est marrant parce qu'on trouve dans ce discours de Robespierre des échos ou des promesses du texte de Marx. C'est le cri de la créature accablée, c'est l'esprit d'un monde sans esprit, c'est le cœur d'un monde sans cœur, c'est l'opium du peuple, mais justement, il ne conclut pas à c'est l'opium du peuple, il dit le droit de pétition, c'est la plainte de toute créature. Autrement dit, il veut faire reposer le droit de pétition sur le droit naturel, celui de l'avant-société. Sauf que, vous pouvez faire du bruit dans la nature, il ne se passe rien. Si personne ne l'entend, est-ce que l'arbre est vraiment tombé, etc., etc. Donc c'est un pourquoi pas, mais lorsque vous passez de l'état de nature à l'état social, vous ne pouvez pas en faire la même chose selon que c'est un droit naturel ou le dérivé d'un droit naturel. Tout le problème étant, qu'est-ce que vous faites des prérogatives ou de ce qui définit l'homme dans l'état de nature lorsque vous entrez dans l'état social? L'état de nature vous condamne à respecter un certain nombre de choses dans la créature, mais comment vous allez traduire ce qui est essentiel dans la créature en passant dans l'état social? C'est à ça que sert une déclaration des droits. Et c'est à ça que sert le reste du droit. Je schématise là encore. Si ce droit de plainte est un droit de plainte, alors il a un juge. Car il n'est pas possible qu'il n'ait pas de juge. Et donc, il n'y a potentiellement pas grand-chose de politique dans le droit de pétition. Si en revanche, c'est l'expression de la liberté et de la raison de la créature dans la nature, préservée en expression potentielle lorsqu'il est entré dans la société, là, ça peut être politique. D'accord? Mais il faut choisir son camp. Alors, il y a un certain nombre de trous dans le raisonnement de Robespierre, il y a un certain nombre de trous dans le raisonnement de Le Chapelier. Ce qu'il faut regarder, c'est quel est l'enjeu derrière. L'enjeu derrière, c'est de savoir si le droit de pétition est un droit politique, alors il ne sera légitimement exercé que par les citoyens actifs. C'est naturellement le point sur lequel, depuis le débat sur la citoyenneté, a lieu l'opposition des deux modèles, de la majorité patriote et de ceux qui suivent Robespierre, du groupe qui est autour de Robespierre. Si, au contraire, c'est un droit de plainte, eh bien, il est naturel, lorsqu'on entre dans l'état social, il est civil. S'il est civil, c'est tout le monde. C'est ça l'enjeu. Est-ce que le peuple peut pétitionner? Il y a un autre enjeu derrière, qui est de savoir si c'est un droit
individuel ou un droit collectif. Si c'est un droit individuel, il faudra faire ce que nous faisons aujourd'hui lorsque nous signons des pétitions, puisque c'est cette solution qui a gagné, entre guillemets. Il faudra que chaque pétitionnaire signe et s'identifie. Si ça n'est pas un droit individuel, il peut être éventuellement exercé en nom collectif. Donc, la Société des Amis de la Constitution de Villeneuve-d'Ascq, sise à Pont-de-Bois, somme l'autorité exécutive de prendre telle mesure. Oui, mais dans ce cas-là, on ne sait pas combien il y avait de personnes. Alors là, on est une quinzaine. Le vote peut être emporté à 8. Et donc 8 personnes représentent la totalité de la Société des Amis de la Constitution parce que c'était un jour où les gens allaient faire les moissons. Et par extension rhétorique, toute la population de Villeneuve-d'Ascq. Et ça, c'est quelque chose qui hérisse au dernier degré le chapelier, qui considère que tous ces agglomérats sociaux, ce sont en fait les corps, des manifestations des corps intermédiaires de l'Ancien Régime, et donc du corporatisme, et donc quelque chose qu'il faut absolument empêcher de se reconstituer, car, dit-il, il ne doit rien exister entre la nation et le citoyen. Et donc, en fait, ils sont l'un et l'autre piégés dans des conceptions qui les obligent à développer un raisonnement qui, à la fin, est nécessairement contradictoire. Nécessairement, disons, incomplet. Le résultat, dans la loi des 10, 18 et 22 mai 1791, c'est que l'article 1 dit « Le droit de pétition appartient à tout individu ». Donc là, en principe, on peut se dire que Robespierre a gagné. Mais, comme de toute façon, il n'est pas question de dire ce que c'est, on a simplement, en fait, une transaction entre les deux parties. En revanche, le chapelier a gagné parce qu'on ne peut pas l'exercer en nom collectif. Et donc, en principe, le réseau des sociétés des Amis de la Constitution, dont Robespierre est maître à ce moment-là, à peu près, et qui suscite l'émergence du club concurrent des feuillants qui n'aura jamais l'ampleur et l'efficacité du réseau des Cordeliers, est par définition illégitime à pétitionner en tant que tel, ni en tant que société, ni en tant que réseau de société. Donc on a retiré la parole légitime, en somme, au réseau qu'on a perdu. Le droit de pétition est ensuite remis en scène, je vais aller vite, ne vous inquiétez pas, remis en scène 2 fois, dans le cadre de la pétition du Champ de Mars, pétition initiée par les Cordeliers, qui, après la fuite du roi et le roman de l'enlèvement du couple royal, est une pétition qui réclame la République, la déchéance du roi. Et c'est la déchéance du roi. Oui. Oui, il y a plusieurs. Et qui donne lieu au fameux massacre du Champ de Mars, c'est-à-dire à un incident dont on n'a pas absolument éclairci les données très très précises, mais le résultat, c'est que la garde nationale, c'est-à-dire le bras armé du peuple, a tiré sur le peuple. Et néanmoins, dans la révision de la Constitution qui suit, le droit de pétition intègre le niveau constitutionnel. Il est inscrit dans les droits des citoyens. En résumé, les assemblées représentatives révolutionnaires adorent le droit de pétition au début. Elles le détestent à la fin. Elles le détestent à la fin parce que, à la fin, c'est une expression de la base souveraine qui dit
aux représentants ce qu'ils doivent faire et éventuellement le contraire de ce qu'ils font. Et donc, au début, c'est une source de légitimation profonde s'il en est nécessaire. À la fin, c'est une source de délégitimation extrêmement grave. Et si la réforme de 2003, la réforme constitutionnelle de 2003 a réintroduit un droit de pétition, pas partout, hein, l'article 72.2, auprès des collectivités locales, on a attendu plus de 10 ans le décret d'application. Parce que la question fondamentale, c'est de savoir si, une fois qu'on a restitué dans la Constitution de la Ve République, le droit de pétition était présent dans toutes les constitutions jusqu'à la Troisième République, qui n'est pas de constitution, etc. Mais c'est quand même assez intéressant parce que c'est le moment du passage au suffrage universel, et le suffrage universel n'aime pas tellement la pétition. Enfin, le suffrage universel représentatif, dans un système représentatif. Donc, on voit revenir le droit de pétition dans la Constitution de la Ve République après presque 40 ans d'existence, et il faut 10 ans pour avoir les décrets d'application d'une mesure constitutionnelle impérative, parce que la question est de savoir si, quand des citoyens ont fait une pétition auprès du Conseil régional, est-ce qu'ils ont le droit à une réponse? Je ne parle même pas de ce que peut être la réponse. Le silence au bout d'un certain temps peut être une réponse. Non peut être une réponse. La vraie question, c'est est-ce que le pétitionnaire est légitime à inscrire à l'ordre du jour des débats d'une assemblée délibérative telle que les assemblées régionales et à l'époque générales, c'est-à-dire départementales, est-ce qu'il a le droit, en somme, de s'introduire à l'ordre du jour et donc de provoquer une décision, quelle qu'elle soit? Car le pétitionnaire étant extérieur, il ne peut pas déterminer le résultat a priori. Ça, c'est une autre question. Et je laisse de côté les moments où la foule vient envahir la Convention, ou que d'autres phénomènes de ce type-là peuvent se produire. Mais fondamentalement, c'est ça. Est-ce que Eau et Rivières de Bretagne peut paralyser la totalité des activités du Parlement régional, du Conseil régional de Bretagne, en inscrivant des milliers de pétitions sur la qualité des eaux en Bretagne? Ou alors, est-ce qu'il faut faire une gag rule? Et au fond, ce que ça indique, c'est que on considère, et c'est ce que vous trouverez très fréquemment hein, dans un certain nombre d'écrits, on considère que le droit de pétition est en somme un objet de démocratie directe ou participative, on ne sait pas trop, étrange ou hétéroclite dans le système représentatif. Sauf que il est inscrit dans tous les systèmes représentatifs. À partir de ce moment-là, ce n'est pas juste un accident de démocratie directe dans le représentatif. En fait, par sa définition même, il n'existe que dans la représentation. Et par conséquent, c'est un mécanisme et non pas un kyste dans le système représentatif. La question ensuite, c'est comment on l'utilise. En fait, sa vigueur et son traitement témoignent de la qualité de la relation entre représentants et représentés. Ça témoigne de la manière dont les uns considèrent les autres et réciproquement. Et il n'est pas hasardeux, tout à fait, que vous voyez s'épuiser le flux des pétitions auprès de la Chambre des députés, de l'Assemblée nationale, au fur et à mesure que la Ve République progresse. Et là, aujourd'hui, on est à des chiffres ridicules. On est à 10 pétitions par législature. D'accord ? 300 par jour pendant la constituante. Je ne vous parle même pas de la Convention. Et 5, c'est-à-dire une par an. Souvent, d'ailleurs, complètement étranges. Est-ce qu'il faut que le Port-Salut reçoive une AOP spéciale ou pas? Truc étonnant. En fait, nous échouons
à penser ce qui est une composante, en plus parfaitement rousseauiste, du système représentatif, c'est-à-dire le moyen de communication entre représentants et représentés entre les échéances électorales. C'est-à-dire le moyen de dépasser la critique de Rousseau qui disait il y a confiscation de la démocratie par la représentation à raison des échéances électorales. Entre échéances électorales, il n'y a plus de démocratie, dit-il. Bon, j'ai bien laissé parler, je vous ai pas tout à fait endormi sans doute, mais j'ai pris ce risque, oui. Je vous remercie. Nous vous remercions, vous surtout, d'être venu nous partager votre savoir. Je pense que vous méritez quelques applaudissements. Il nous reste techniquement une quinzaine de minutes s'il y a des questions dans l'Assemblée. Outre que je repère des signes de fatigue d'un nombre du public. D'ailleurs, je salue les étudiants et étudiantes en première année de licence qui font sans doute leur premier pas dans les grosses conférences qu'il peut y avoir dans l'université. Vous apprendrez à tenir de longues heures ainsi, ne vous inquiétez pas. En tout cas, s'il y a des questions... Comme le sport, on s'entraîne et puis on devient plus performant. Et à la fin, on ne sent plus rien, on trouve le deuxième souffle. C'est ça. Oui. Oui, bonjour, je vous remercie pour votre intervention très intéressante. Moi, je voulais avoir votre point de vue, le lien entre pétition et don patriotique. Alors, je réfléchissais à la question. Moi, j'ai l'impression que le don patriotique, il appuie en quelque sorte la pétition, dans une espèce de logique sociologique de base, le don contre don, c'est-à-dire qu'on montre qu'on adhère à la révolution en faisant un don et en même temps présente une pétition. Donc, on essaye d'influencer peut-être un peu la décision en sa faveur. Et à l'inverse, il y a aussi une autre logique, c'est que parfois la pétition, elle supplée le manque de dons. C'est-à-dire que, par exemple, on fait une pétition, on dit, on vous offre le denier de la veuve, c'est-à-dire 3 fois rien, mais en fait, justement, c'est une espèce d'alibi pour appuyer la pétition. Alors, j'aurais voulu avoir un peu votre point de vue sur ce thème. Alors, je vois bien le mécanisme et je vois bien les moments auxquels ça se produit aussi dans le cadre de la décennie révolutionnaire. Alors, la première observation, c'est que l'un et l'autre ne sont pas toujours corrélés. Il n'y a pas de corrélation directe, obligatoire entre les deux. Il peut y en avoir, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un usage. Ça, c'est vrai de près de toutes les institutions. On a vu que, par exemple, je pense que vous avez découvert l'article 47.7 lors de la réforme des retraites. Le moyen existe, on peut l'utiliser, on n'est pas obligé. Et puis on n'est pas obligé de lui donner cette signification-là. En fait, la période sur laquelle j'ai le plus travaillé est celle où, au fond, les embryons de partis politiques et de réseaux politiques sont sans doute les moins achevés. Et ça change quand même assez sévèrement sous la législative et sous la convention. Et en fait, c'est dans ce cadre qu'on trouve des corrélations. C'est aussi dans ce cadre qu'on trouve explicitement dans les bulletins de la Société des Jacobins, que ce soit les bulletins locaux ou les bulletins parisiens, enfin les bulletins régionaux ou parisiens, des appels à la pétition. C'est-à-dire, faut pétitionner là-dessus. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, on a des vagues qui sont thématiques et chronologiques. C'est-à-dire, quand on va parler de l'organisation de la garde nationale, on va avoir des pétitions sur la garde nationale, mais elles entrent aussi dans un rapport complexe de forces politiques qui font que vous pouvez avoir des perturbations là-dessus. On trouve d'ailleurs des choses assez marrantes dès avant, c'est-à-dire des députés des députés là pour le coup dès la constituante, qui écrivent à leur comité électoral, leurs électeurs, vous devriez faire des pétitions là-dessus quand même. C'est le cas par exemple de Barnave. Barnave, on a
la correspondance complètement technique de Barnave est conservée puisqu'il est arrêté et ses papiers sont saisis par le tribunal révolutionnaire. D'ailleurs, les archives sont dans la série W, qui est celle du tribunal révolutionnaire. On trouve, cher ami, ce serait bien de faire une pétition là-dessus maintenant. Et on voit bien aussi que du côté de la Bretagne, dans les usages que font un certain nombre d'orateurs, on voit bien qu'ils en appellent à une opinion dont l'unité n'était pas forcément complètement spontanée. Donc on voit se dégager, se construire progressivement le système de relais. On peut parfaitement avoir, comme vous le dites, une corrélation en usage de ce type-là. J'ai un peu de mal, moi, à considérer que c'est toujours une pétition, encore une fois, parce que c'est pas parce que vous l'appelez comme ça que c'est une pétition. Un don patriotique n'est pas une pétition en soi. Une pétition qui porte un don patriotique, c'est pas une pétition non plus, c'est un don patriotique. Un don patriotique qui vient en même temps qu'une pétition, là, on est dans un système de don contre don. Oui, mais il est d'ordre sociopolitique, il n'est plus d'ordre institutionnel. Donc on dérape sur le... De toute façon, le droit n'est jamais complètement étanche et parfait, mais on glisse sur la limite de la question. Moi, c'est pas une question si compliquée, c'est quelque chose de plus. C'est plus par rapport à vos travaux. En fait, quand vous avez commencé à parler, quand vous avez été à cette bibliothèque et vous avez commencé à éplucher les dossiers, moi, je veux savoir combien de temps ça vous a pris afin de commencer à réussir à faire un tri conséquent dans les centaines de milliers de dossiers que vous avez dû jeter. En fait, le problème, c'est plutôt c'est d'arriver. Le rêve, ce serait de pouvoir saisir le phénomène dans sa réalité complète. Et donc d'avoir à la fois toute la structure dans laquelle le phénomène a lieu et toute la matière qui constitue le phénomène, c'est-à-dire la partie, cette fois-ci, pétitionnement, le fait de pétitionner. Donc on commence par aller triturer un peu la matière pour voir de quoi ça allait, et c'est à ce moment-là qu'on trouve les frottements, comme toujours. Hein. Et donc, alors, heureusement, on a le droit qu'à un nombre limité de cartons aux archives nationales. Donc, au bout d'un moment, ça s'arrête, et puis c'est très très long à traiter. Donc, moi, j'ai fait toute la série C, ce qui fait déjà 120 cartons, et un certain grand nombre de cartons de la série D. Tu sais ce que ça représente. Alors, ça m'a pris du temps, on ne peut pas dire que j'ai soutenu ma thèse rapidement après m'être inscrit pour la première fois. Je suis inscrit en 1995 et j'ai soutenu en 2004. Mais je n'ai pas passé tout ce temps-là aux archives. J'ai fait des tas d'autres trucs. En fait, au bout d'un moment, vous vous apercevez que ça ne va pas être possible et qu'il faut trouver un autre moyen de saisir la chose, qu'il faut prendre du recul et de la hauteur, qu'il faut structurer et trouver des outils, c'est ce que je disais tout à l'heure, construire ces outils pour rentrer dans la matière et ensuite retourner à la matière, vérifier que les outils fonctionnent. C'est ça le truc. Et à partir de là, vous avez un matériau et vous allez faire ce que font tous les historiens, des tests, c'est-à-dire des carottages. Vous allez aller voir à tel endroit où normalement on doit avoir des choses de cette espèce-là, si elles sont vraiment là, si ce qu'on croit y trouver y est ou pas. Et quand ça ne marche pas, vous revenez en arrière, et quand ça marche, vous continuez d'avancer. Mais il y a un moment donné, il faut arrêter les archives. OK. Vous y retournerez après, c'est pas grave. Mais... Oui. Pour une dernière question, je pense, au regard du temps qu'il nous reste, nous rentrons pour 20 heures. Ouais. Alors, c'est sur un point de détail, mais au tout début de votre conférence, vous avez parlé de la pétition des 4 vallées, c'est ça? Dans les Pyrénées? Oui. Et vous avez dit que la pétition se conclut sur le fait que les pétitionnaires réclament une loi nationale
pour régler leurs problèmes de bois. Et vous avez affirmé que cette demande d'une loi nationale parce que d'autres pourraient être concernés ça, c'est la preuve d'un début de sentiment d'appartenance à la nation. Je sens que c'est ça, à peu près ça. Vous continuez? C'est moi, la question que j'ai posée, Oui. c'est est-ce que vraiment, il y a vraiment une preuve, ou est-ce que ça ne pourrait pas être simplement un état de fait qu'ils savent qu'ils sont dirigés du coup depuis Paris et qu'une loi nationale leur permettrait à eux, et dans un intérêt typiquement purement égoïste, de régler plus rapidement leurs propres problèmes, sans réellement penser au problème. Alors, c'est évidemment ce que j'ai dit, c'est mon interprétation. Et mon interprétation est forcément un petit peu caricaturale. Elle se discute infiniment. Elle se discute entre les bornes fixées par Colette Beaune et après-demain sur la question du sentiment d'appartenance nationale. Alors, c'est pas un sentiment révélé comme achevé. C'est pas ça. C'est une étape et un indice d'une transformation dont ils démontrent qu'ils ont conscience. Et elle est intéressante dans un territoire qui est à ce point particularisé. C'est pour ça que c'est particulièrement sensible. Si on n'est pas à Chartres, quoi. On n'est pas à Montfort-l'Amaury. C'est-à-dire, on n'est pas tout près de Paris. On n'est pas sous l'autorité du Parlement de Paris. On l'a jamais été. On est à peine sous l'autorité du Parlement du coin, précisément parce qu'on a des spécificités très très affirmées de Bigorre, en fait, c'est la Bigorre, très très affirmée, avec un droit, une coutume spéciale, alors avec un certain nombre de... Comment s'appelle le député qui vient de là? C'est Barrère de Vieuzac. Alors, Barrère de Vieuzac va être littéralement une courroie de transmission, et il va même, l'une des premières légions d'Amazon révolutionnaires, c'est en fait sa femme à Bagnères de Bigorre. C'est Madame Barrère de Vieuzac. Donc ça marche, mais ça ne marche pas en octobre 89. On est très tôt. La mise en place de la transmission, de l'intervention indirecte par l'extérieur ou par la périphérie n'est pas encore véritablement en place. Ce que nous avons, c'est des gens qui sortent d'un système institutionnel et juridique ultra spécifique, qui ont bien relevé un certain nombre de choses qui s'étaient passées et dont ils disent qu'ils sont d'accord avec eux, ils les citent, puis qui identifient un problème qui ne devrait pas exister, c'est-à-dire qu'ils ont aussi compris un certain nombre des conséquences de ce qui s'est passé d'un point de vue concret, et qui à partir de là disent, notre droit tel qu'il est posé maintenant est frustré, donc nous protestons. Et ça, normalement, ça suffit dans le système culturel et dans le système juridique d'Ancien Régime. Ça suffit. Alors, c'est pas efficace nécessairement, mais ça suffit. Et quant à se projeter suffisamment pour dire que voilà, il y a des montagnes à tel endroit, en gros, parce que le problème se pose avant celui de la plaine, concrètement. Et de dire que finalement, il y a une autorité qui peut faire une loi qui va s'appliquer partout. Vous voyez, le schéma n'est pas d'une évidence absolue. Or, ce qu'ils font épouse la situation qui est en train d'être définie. Donc, avec toute restriction, je ne suis effectivement pas dans la tête de ces gens, je n'ai pas enregistré leur témoignage, je n'ai pas les archives de leur notaire disant « nous étions bien conscients que… »
mais c'est le travail que nous faisons, c'est-à-dire à partir du matériau que nous trouvons, nous devons produire du sens, en essayant de ne pas le produire n'importe comment. Bien, je pense que nous allons devoir rendre la salle. Une fois de plus, nous vous remercions pour votre intervention. Merci de votre patience. Qui inaugure un cycle nourrissant et à la hauteur de ce que nous avions comme ambition. Merci. Merci à vous.